Eh bien, donc bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui me permet d'accueillir donc ces 4 auteurs autour du thème de l'histoire. L'histoire, ce que l'on en fait, ce que l'on en évoque, à quel moment on l'évoque aussi. Ça peut être une piste intéressante dans le travail que chacun a mené. Alors, je vais faire un bref tour d'horizon pour vous situer chacun de ces différents intervenants. Alors, juste à côté de moi, celui qui ne voulait pas parler dans le micro, c'est Nicobi. Voilà, je trahis tout. Vous êtes dessinateur de bandes dessinées. Je vais citer quelques-uns de vos albums. Chronique Layette, que vous avez publié en 2007 et qui est reparu il y a quelques temps. Les vacances, la voix, les ensembles contraires. Tiens, les ensembles contraires. Peut-être que ça aura une certaine résonance avec quelqu'un d'autre ici sur la table ronde. Mes années bêtes et méchantes, dans l'atelier de Fournier. Voilà, quelques-uns des titres de vos albums. Aujourd'hui, vous publiez, si j'enlève les post-it, c'est un peu mieux, L'enquête gauloise, de Massilia à Jules César, qui est paru aux éditions La Découverte et La Revue Dessinée. C'est une coédition. C'est un album qui s'inscrit dans une série qui en comptera 20 et dont le projet est de présenter une autre histoire, je ne sais pas, d'essayer de déconstruire les mythes de l'histoire de France. Comment est-ce que vous présentez en quelques mots, et puis on y reviendra. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est présenter, revoir un petit peu la manière dont on raconte l'histoire de France. D'accord. Et en images. Vous l'avez publié avec Jean-Louis Bruno, qui est spécialiste des Gaulois, de la culture gauloise. À côté de vous, Frédéric Paulin, bonjour. On vous connaît bien ici à Rue des Livres, dont vous êtes un auteur fidèle, et on vous accueille régulièrement avec le même plaisir pour vos ouvrages qui tous vont chercher donc du côté de l'histoire, de ces soubresauts souvent. C'est souvent avec des histoires liées au théâtre de guerre. Alors théâtre est peut-être un mot un peu indécent s'agissant de conflits violents qui agitent notre époque à des moments plus ou moins lointains. Ici, vous présentez ce roman donc paru aux éditions Guater-Noir, Les cancrelats à coups de machette. Et par le titre même, on sait très bien que qu'on va venir au Rwanda. Année 1994, donc l'année du génocide. À côté de vous, Chris, que l'on voit aussi, qui vient souvent à Rue des Livres. Vous êtes scénariste de bande dessinée, vous aussi. L'histoire vous tient à cœur, vous tient à corps, je dirais, puisqu'elle nourrit nombre de vos albums. Aujourd'hui, celui-ci, Plus près de toi, qui est paru aux éditions Dupuis. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça, Dupuis, avec Jean-Claude Fournier pour le dessin. Plus près de toi, une histoire de tirailleurs sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont se retrouver en Bretagne, prisonniers en Bretagne. Une histoire peut-être un peu méconnue, que vous allez très méconnue, effectivement, et que vous allez explorer à travers cet album. Et enfin, tout en face de moi, Michèle Audin, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne. Entre autres. Oulipienne. C'est important aussi. Vous avez publié plusieurs romans qui, eux aussi, ont maille à partir avec l'histoire. Aujourd'hui, vous nous présentez Comme une rivière bleue. C'est paru aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. Et c'est une exploration de la Commune de Paris. Alors, exploration, oui, c'est le terme qui peut peut-être surprendre, mais c'est le terme que je retiens pour ce livre, qui va vraiment, tel un reportage, nous emmener vivre ces 72 jours de la Commune, épisode très bref, mais très méconnu de l'histoire de France. Alors, je vais commencer avec vous et avec ce projet. Et oui, il en faut bien une pour commencer. Avec ce projet lié à la Commune de Paris. Tout d'abord, tout simplement, en quoi ce livre vous tenait-il à cœur? En quoi cet épisode de la Commune, en quoi souhaitiez-vous l'explorer? J'ai dit tout de suite qu'il était méconnu, à la fois très emblématique,
comme révolution prolétarienne, réellement très emblématique pour ce qu'on peut appeler rapidement, en parlant rapidement, le peuple de gauche, en ce qu'il oppose donc les communards, les Versaillais, mais peut-être aussi méconnu dans son déroulement, dans les aspirations qui ont été celles des communards, dans ses répercussions. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce côté à la fois très, voilà, un peu cet épisode très marquant, mais également très méconnu? C'est tout à fait méconnu, en effet. Donc, et en fait, c'est ça qui m'intéressait. C'est un moment où l'histoire est faite par des gens qui n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire le peuple, entre guillemets, de Paris, des ouvrières, des ouvriers, des gens qui ont été toujours méprisés, traités comme la ville multitude. Et puis, tout d'un coup, ils acquièrent une dignité, ils prennent le pouvoir et puis ils se mettent à réfléchir à ce qu'ils vont faire et puis ils discutent et puis voilà, ils font la révolution. Et c'est très intéressant parce que c'est un moment où font de la politique des gens qui n'en font normalement pas. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît de la politique aujourd'hui. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas cette histoire, c'est parce que c'est fait par tellement de gens que ce sont tous des inconnus. Je ne sais pas si j'en ai dit assez, vous en voulez plus? Non, mais je peux en parler pendant 2 heures si vous voulez. Effectivement, mais on sent bien donc cette question justement de faire l'histoire. J'aimerais que vous la creusiez un petit peu parce que effectivement ce peuple de Paris qui va prendre je ne vais pas dire le pouvoir, mais qui va se prendre en main en quelque sorte, qui va s'emparer de tous les organes et notamment les journaux. Ça c'est intéressant parce que l'histoire va quand même être écrite en même temps qu'elle se fait à travers ces journaux-là. Je parle à dessein des journaux parce que c'est presque un personnage de votre roman, ces journaux. Oui, c'est très important les journaux. En particulier, pendant la Commune de Paris, il y avait le journal officiel qui était fait par les communards. Et c'est un journal extrêmement passionnant parce qu'il y a à la fois les choses officielles qui sont les décrets de la commune et puis c'est un vrai journal avec des faits divers, des choses comme ça. Et en effet, j'ai utilisé beaucoup les journaux comme source. Et ce journal est une source particulièrement intéressante parce qu'elle est méconnue, y compris par tous les historiens. Parce que ce journal a été réimprimé après la Commune. Et cette réimpression est une sorte de falsification de ce qu'a été vraiment le journal officiel, puisqu'il en manque pas mal. Et tous les historiens, il y a écrit dessus que c'est in extenso, mais c'est pas vrai. Et la plupart des historiens, je dirais même tous les historiens, utilisent ça parce que c'est plus commode. Donc c'est une source qui est vraiment inexplorée. Donc c'est particulièrement intéressant à étudier. Et les journaux, c'est aussi très important pour une raison assez simple, mais peut-être aussi méconnue, c'est que la Commune de Paris, ça vient après 20 ans de Second Empire, qui sont un des régimes les plus policiers que la France ait connu. Enfin, à part Vichy, c'est probablement le régime le plus policier que la France ait connu, où il n'y avait aucune liberté de la presse. Et donc, une grande partie de l'opposition démocratique et républicaine à l'Empire était incarnée dans les journalistes qui essayaient de sortir des journaux, qui se retrouvaient en prison, etc. etc. Donc, les journalistes jouent un rôle politique extrêmement important. Et d'ailleurs, dans l'Assemblée communale de la Commune de Paris, les gens qui ont été élus, il y avait beaucoup d'ouvriers et beaucoup de journalistes. C'était les deux catégories qui étaient le plus représentées. Donc les journaux, oui, c'est très important. J'ai utilisé beaucoup le journal officiel et beaucoup d'autres journaux comme source, oui. Il y a le journal officiel, il y a le tribun du peuple, le cri du peuple, le rappel. Et le prolétaire. Le prolétaire, effectivement. Des journaux qui disent aussi l'expression du peuple, hein, cette expression dont s'empare réellement le peuple. Et pour répondre à ça, votre livre est vraiment construit autour de... cherche à donner vraiment la parole et à incarner tous ces personnages qui ont pu se saisir de la commune. Déjà, dont vous dites bien, vous rappelez donc qu'il s'agit d'un épisode... en fait, il y a 3 épisodes. Il y a la défaite, la révolte, le massacre. Voilà, ça c'est vraiment pour C'est du Jules Vallès.
C'est du Jules Vallès, effectivement, tout comme le titre d'ailleurs, comme une rivière bleue passe la Révolution, voilà, toute la poésie que l'on peut mettre derrière ces mots, mais pour dire effectivement, voilà, la défaite, la révolte, le massacre. Au-delà de ça, vous êtes allé chercher ces personnages. Vous parliez des journalistes, des ouvriers, des lavandières, des institutrices. Voilà, c'est tout un peuple de Paris que vous faites revivre. Ça foisonne de personnages, de leurs aspirations. On entend d'ailleurs une jeune institutrice dire que l'instruction devrait être gratuite, devrait être pour tous, que les institutrices devraient être payées au même salaire que les instituteurs. Enfin, toutes ces aspirations que portait le peuple, qu'effectivement on peut retrouver dans le matériau journalistique, mais aussi ce peuple, vous en dites la diversité, la joie tout d'abord, c'est ça qui frappe lorsqu'on lit, on démarre ce livre, c'est tout d'abord la joie de se rencontrer dans la rue, effectivement, sans plus être dispersés, puisque c'était sous Napoléon III, effectivement, les attroupements pouvaient être réprimés. À partir de 2 personnes. À partir de 2 personnes, ce qui fait quand même, ce qui limite beaucoup les échanges. Il y a vraiment cette impression de foisonnement, de rencontre, de liberté qui est la première lorsque l'on lit votre livre. Et c'est comme ça que vous souhaitiez aborder cette commune de Paris ? Oui, c'est exactement ça que je voulais faire, parce que là, comme vous avez dit, en général, on ne sait rien sur la commune de Paris. C'est un épisode mal connu, mais si on sait quelque chose, on sait qu'il y a eu des massacres. Et bon, moi, les massacres, je peux pas passer sur les massacres, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passe avant. D'ailleurs, le titre du livre, c'est ça, c'est la Révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passe avant. Et en effet, je pense que ce qui s'est passé avant, c'est après ces 20 ans de Second Empire, et puis après un siège... il y a un siège de Paris assez horrible pendant l'hiver où il n'y a rien à manger, il fait très froid, etc. Après ça, le printemps le plus beau du siècle avec cette joie de ces gens qui prennent enfin le pouvoir et puis qu'on écoute pour une fois. Et donc c'est en effet la joie et la chose dont j'ai voulu parler. Et puis j'ai aussi voulu montrer les gens. La joie, ça n'existe pas sans les personnages. On peut parler des idées sans personnages, mais on ne peut pas parler de la joie. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreux personnages dans le livre. Effectivement, et on les voit échanger, on les voit discuter. Alors bien sûr, vous n'occultez pas, la chronologie est assez implacable et on sait qu'on va arriver aux terribles journées de mai et donc tous les massacres. Donc on lit quand même votre livre avec cette idée-là. Et puis il y a aussi il y a l'après, il y a le juste après aussi qu'on méconnaît. Effectivement, il y a le massacre, il y a le mur des fédérés, etc. Mais il y a il y a 2 épisodes qui marque lorsqu'on lit votre livre, c'est-à-dire les dénonciations. En fait, on ignore souvent qu'il y a eu, une fois l'ordre revenu, 300 000 dénonciations. Voilà, d'anciens communards qui se cachent. Il y a cette traque aussi que, tout ne s'arrête pas au massacre, n'en déplaise à Jules Vallès. Il y a tout cet épisode de la dénonciation, et puis, tel que vous le disiez aussi, la récupération qui est tout de suite en marche. Il y a un personnage qui s'appelle Victor Bunel, un cynique... Un imprimeur, un éditeur cynique de première, et qui lui va effectivement récupérer quelques exemplaires du journal officiel et puis marchander l'histoire. C'est aussi le drame de cette commune. Elle est réprimée et tout de suite réinterprétée. Mais ça, c'est un grand classique. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Voilà. Voilà. Donc c'est un point incroyable. Il y a 300 titres dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, qui sont des livres d'histoire de la Commune de Paris, qui sont publiés en 1871 et 1872. 300. Donc, presque un par jour. Oui. Donc, c'est quand même très impressionnant. Oui. Donc, oui, j'ai voulu conclure aussi avec ce qui se passe après, parce que c'est quand même un livre qui se passe dans une ville assiégée.
Et puis après, il y a des réfugiés qui quittent cette ville pour se réfugier dans d'autres endroits, ceux qui y ont réussi. Donc je pensais que c'était quand même assez actuel de raconter ce qui se passe avec les réfugiés qui arrivent de Paris et puis qui arrivent à rejoindre Londres, par exemple. Donc bon, j'ai essayé de raconter aussi ce qui se passait juste après, de ce point de vue-là, oui. Mais pas seulement la réécriture de l'histoire. Effectivement, oui. Alors on reviendra au fil de l'échange justement sur la façon d'écrire l'histoire et je reviendrai avec vous sur ces questions parce que votre livre pose des questions réellement importantes sur la façon dont on s'empare comme ça d'un événement historique. Alors je vais me tourner à présent vers vous, Nicobi. Alors oui, vous allez devoir parler dans le micro. Alors pas tout à fait par hasard puisque vous, avec l'enquête gauloise, on pourrait croire que vous êtes très loin de la commune de Paris, mais en fait pas tant que ça, parce que cet ouvrage, à quelques années près, mais cet ouvrage, l'enquête gauloise, s'attache à déconstruire une certaine image, un certain cliché du Gaulois qui s'est construit pas longtemps, en fait, pendant le 19e siècle, alors pas très longtemps après ou avant la Commune de Paris, notamment lorsqu'il s'est agi de ressouder une unité nationale, en montrant que, les Gaulois avaient beau avoir été un peuple valeureux, courageux, bagarreur plus que guerrier, hein, on va revenir sur cette nuance, ils avaient été perdus par leur désunion. Et que Jules César, Rome était venu remettre de l'ordre dans tout cela. Or, cet album, l'enquête gauloise, qui alterne épisodes dessinés et épisodes documentés, s'attache à montrer, justement, à démonter tous ces clichés. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire l'image que vous aviez, qui est peut-être l'image commune que l'on pouvait avoir des Gaulois, est-ce que vous en avez découvert en travaillant avec Jean-Louis Bruno pour l'écriture de ce livre ? Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'avais une image un peu d'Épinal des Gaulois, donc un petit peu une espèce de peuple primitif que les Romains vont arriver et puis vont civiliser, vont réussir à civiliser. Et donc la découverte de ce qu'était réellement ce peuple gaulois à travers le travail de Jean-Louis Bruno, donc qui lui a vraiment consacré sa vie d'historien, son travail d'historien à la Gaule et aux Gaulois. Ça, j'allais de découverte en découverte, quoi. Mais ça faisait de moi le premier lecteur de mon bouquin, en fait. C'est-à-dire que j'arrivais vierge comme une brebis. Oh. C'est charmant, c'est bucolique et charmant. Et donc chaque information était une vraie découverte. Donc ça commençait assez rapidement dans le bouquin où je dessine une charrette. Et donc, je montre ça à Jean-Louis, et il me dit « Mais ça va pas du tout, ton truc, là, c'est une roue pleine, c'est dans Astérix qu'il y a ça, tu fais pas des roues pleines chez les Gaulois, c'était d'excellents menuisiers, ils savaient parfaitement travailler le bois, c'est eux qui ont inventé les tonneaux, c'est eux qui ont inventé les charrettes, les roues à bâton, ils ont complètement révolutionné les moyens de transport. » Enfin voilà, j'avais à chaque fois de découverte en découverte. Mais avec cette particularité quand même du peuple gaulois, parce que c'est un truc assez inédit, c'est cette absence totale d'écriture et de volonté même de marquer son passage sur Terre. Oui, avec cette particularité d'avoir à la fois connu l'écriture, de l'avoir maîtrisée, pratiquée, mais de ne pas l'avoir instituée. Et pourquoi ? À quoi est-ce dû cette absence de l'écriture ? Heureusement que j'ai déjà posé cette question à Jean-Louis, parce qu'on va être vite sec si c'est moi qui dois répondre sur les questions historiques. Allez, j'ai les antisèches. Les Gaulois considéraient que ce qui était écrit risquait d'être découvert, en fait. Donc qu'un secret était mieux préservé s'il était préservé de manière orale. Et s'il était transmis. D'accord. D'initié à initié, car c'est quand même, il faut le rappeler, une société de druides. Et on peut rappeler ce qu'étaient réellement les druides. Alors, c'est pas seulement celui qui mélange dans le chaudron comme dans Astérix. Je vous taquine parce qu'il sait faire des soupes, des potions. C'est un véritable pouvoir, c'est entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, en fait, les druides. Oui, même le système, ça aussi c'était une énorme découverte, de voir à quel point le système politique était structuré, avec des assemblées qui se réunissaient de manière régulière, de manière
local, puis un peu plus régional, puis national, etc. etc. Selon un modèle finalement qu'on connaît à peu près aujourd'hui, quoi. Votre co-auteur parle à un moment de confédération. Ouais. De confédération de peuples gaulois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer un seul peuple unifié, mais vraiment des peuples... C'est la première vérité retoquée par Jean-Louis, c'est que les Gaulois, tel qu'on l'entend, n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que c'est un groupe de plusieurs peuples. Les Gaulois envoient une partie du peuple et est souvent utilisé pour décrire l'ensemble. Et de peuples entre lesquels la géopolitique est mouvante, négociée. Rien n'était laissé au hasard, quoi. Donc, les peuples avaient le droit de fabriquer leur monnaie de manière locale également. Voilà. Alors, ce qui s'inscrit aussi, un des éléments, on ne va pas tous les évoquer effectivement, parce que je laisse au public le soin de découvrir avec vous cette enquête gauloise. Il est intéressant aussi de rappeler qu'il pratiquait un droit du sol, était gaulois qui vivait en Gaule, exactement, avec parallèlement une tradition de la migration, du déplacement, et d'un déplacement très concerté, c'est-à-dire qu'à un moment, si on voyait qu'on avait peut-être épuisé les ressources ou que vraiment on était trop nombreux à un endroit, hop, on se déplaçait. Il y a un événement clé là, qui déclenche la fameuse guerre des Gaules. La prétendue guerre des Gaules. La prétendue guerre des Gaules, le déplacement du peuple helvète. Donc il faut imaginer tout un peuple, donc l'équivalent d'une confédération, donc une région, quoi, en gros, qui décide de migrer, quoi, de tout plaquer et de partir ailleurs. Et ils le font. Ils le font, c'est concerté, c'est organisé. Voilà, sur l'organisation et donc sur la guerre des Gaules elle-même, effectivement, on apprend que qui avait l'écriture, c'était les Romains. Exactement dans le cas de figure de l'histoire qui est écrite par les vainqueurs. Voilà, et l'histoire est écrite par les vainqueurs. En l'occurrence par Jules César et à sa propre gloire. Donc c'est aussi ce que l'on découvre. Juste un mot sur la déconstruction que vous vouliez opérer. Votre Jules César, il ressemble quand même assez furieusement à celui qu'on trouve dans Astérix et Obélix. Alors évidemment que je m'en suis rendu compte, mais je m'en suis rendu compte après coup. Je l'ai même pas fait exprès. D'accord. D'accord. Mais à ma décharge, le Jules César d'Astérix est relativement fidèle au portrait qu'on connaît de Jules César, et je me suis référé au même, mais inconsciemment, je pense que j'ai été vraiment dans cette direction-là. Mais alors, quand j'ai vu les deux côte à côte, après coup, je me suis dit, c'est évident, c'est évident qu'il y a une réminiscence. Oui, c'est drôle. Ouais. Et puis des instincts colériques aussi communs aux deux personnages, qui. En tout cas, vous vous êtes visiblement bien amusés. Et alors, ce qui est un parti pris intéressant aussi, c'est que vous avez choisi à certains moments de vous intégrer vous-même à l'histoire. Alors, on découvre comme ça que vous portez très bien les braies, ça vous va très bien. Mais à quel moment avez-vous décidé d'être ou pas dans l'action? Parce que ce n'est pas toujours le cas. À quoi est-ce que ça correspondait? Alors ça correspondait à la manière que j'ai d'aborder mon travail en général, parce que je me mets assez souvent en scène dans mes livres. Et je trouve que c'est une porte d'entrée formidable de se mettre en scène. Déjà parce que c'est un personnage que je connais bien. Et puis ça permet de partir de zéro, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai l'air d'être un peu pas dégourdi à parler de tout ça, parce qu'en fait, j'y connais pas grand-chose. Vous devriez lire l'enquête gauloise. Non, mais c'est vrai. Je suis l'auteur de bande dessinée qui utilisait le matériau de Jean-Louis Bruno, le spécialiste, pour en faire, avec lui, un récit de bande dessinée. Si bien que cette mise en scène de nous deux, ça permettait de montrer exactement où on en était. C'est-à-dire que moi, je pouvais tout à fait intervenir pour poser des questions de type qui n'y connaît rien, puisque je n'y connaissais rien. Ce qui le mettait, lui, dans la position de m'expliquer ce qui se passe, enfin, quels sont les événements à retenir. Et moi de réagir en reposant des questions un peu à côté de la plaque, en disant j'ai compris, etc. En fait, ça fait vraiment une narration un petit peu décalée. Et je trouve qu'en termes de porte d'entrée, c'est quelque chose de très très pratique pour rentrer dans un récit et pour l'aborder en partant de zéro. Donc vous étiez un Candide honnête. Exactement. Et d'ailleurs, tout le bouquin fonctionne un peu comme ça, parce que quand c'est nécessaire, on change de personnage et on se retrouve avec Cicéron et Dividiac. Et les deux ont tendance à avoir un petit peu le même fonctionnement. Ils peuvent pas être aussi
innocent que je ne le suis dans le récit. Petite brebis, non ? Pas aussi brebis, mais en revanche, chacun ignore à peu près le mode de fonctionnement de l'autre. Donc, ils s'apprennent les choses mutuellement. Et tout fonctionne sous la forme d'un dialogue comme ça, pour faire avancer l'action. Très bien, tout à fait. Alors donc cette enquête gauloise de Massilia à Jules César est parue donc dans cette collection Histoire dessinée de la France et à vous aussi, Nicobi. Je reviendrai aussi vers vous pour tout. Plus précisément évoquer avec vous les questions que pose le fait de s'emparer comme ça d'un épisode historique. Alors on va reprendre le cours chronologique, ça va être beaucoup plus simple pour aborder des épisodes très différents l'un de l'autre. Et donc Chris, c'est bien à vous désormais que je m'adresse avec ce livre Plus près de toi, ce premier volume. Le second devrait bientôt paraître, j'imagine. Bientôt est un grand mot, mais il paraîtra prochainement. Il faut à peu près 2 ans à Jean-Claude pour dessiner, donc on espère à la rentrée 2019. Oui. D'accord, très bien. Alors plus près de toi, avec Plus près de toi, nous allons suivre le destin de Hadi, ce jeune homme que l'on rencontre en 1939 au Sénégal. Il est, je dirais malheureusement pour lui, le seul fils de sa famille. Lui c'est un séminariste, hein, il est sur le point d'être ordonné prêtre, c'est vraiment l'aspiration de sa vie. Simplement, nous sommes en 1939 et il est appelé sous les drapeaux. Alors, appelé, il aurait pu éventuellement y échapper, mais son père, qui est lui-même un ancien tirailleur, qui a officié pendant la Première Guerre mondiale, lui intime l'ordre d'aller sauver la mère patrie, aussi coloniale soit-elle. Et c'est ainsi qu'Hadi va se retrouver sur le front en 1939-40, se retrouver prisonnier des Allemands et avoir la chance, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, avec toute l'idéologie nazie, tout ce que l'on aurait pu attendre de tirailleurs, du sort qui pouvait échoir à des tirailleurs noirs, il va avoir la chance d'être entre guillemets déporté, mais en France, comme si les Allemands ne voulaient pas garder de prisonniers de couleur sur leur sol, et de se retrouver en Bretagne, où nous allons le suivre. Juste sur cet épisode, effectivement, comment ces tirailleurs se sont-ils retrouvés en France et non pas tout simplement en camp de concentration ? Ben oui, par la grâce de l'idéologie nazie avant tout, qui refusait d'accueillir des soldats de couleur ou indigènes, comme on les appelait, parce qu'il n'y a pas que des Noirs africains, il y a aussi les Maghrébins et les Asiatiques. Donc refusait de les accueillir sur leur sol, avec une peur principale qui était le potentiel mélange des races, puisqu'on sait très bien que dès lors que ces soldats vont être envoyés pour la plupart d'entre eux en commando dans des fermes ou dans des usines pour travailler, on prend le risque de mélange avec la population locale. C'est ce qui va arriver d'ailleurs en Bretagne plus tard. Et également, il y avait le souvenir de l'occupation de la Roure au début des années 1920, où on avait instrumentalisé les violences de l'armée française en les mettant beaucoup sur le compte des tirailleurs noirs. Et donc il y avait ce souvenir-là où les Allemands refusaient surtout de ramener des soldats noirs sur leur sol. Donc pour toutes ces raisons, assez rapidement, on a renvoyé les prisonniers français indigènes sur le sol français, ce qui est extrêmement méconnu, et ils ont été gardés dans différentes régions, dans des grands camps, avant d'être ensuite répartis dans des camps secondaires, et parfois à nouveau répartis dans des commandos encore plus petits, dans des fermes ou dans des chantiers divers. Et la Bretagne est une des régions qui en a accueilli le plus. On estime autour de 8000 à peu près, au plus fort, les tirailleurs, ou les soldats de l'armée française indigène, qui ont été gardés prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale en Bretagne. Il y avait 2 grands camps à Rennes, un à Quimper, et ensuite ils ont été répartis un peu partout dans la région. Voilà. Et donc c'est ainsi que Hadi se retrouve, je ne sais plus, du côté de Guingamp. Oui, dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, ouais. Pour une raison simple, c'est que Jean-Claude Fournier, le dessinateur, habite justement dans ce lieu-là déjà. Donc c'est plus simple de dessiner ce qu'il y a sur le pas de votre porte et que vous connaissez très bien. Jean-Claude est aujourd'hui
quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, et qui a donc eu, entre guillemets, la chance de connaître la Seconde Guerre mondiale. Il avait 6 ans. Donc il a quand même des vrais souvenirs de cette époque pour la dessiner. Quelqu'un qui connaît très bien la culture bretonne des Côtes d'Armor, qui est quand même aussi assez spécifique, on sait bien. Et pour le coup, il y avait plusieurs camps dans les Côtes d'Armor, près d'où habite Jean-Claude. Donc on a imaginé un camp. Il n'est pas réel, celui de notre histoire, pour avoir la liberté d'évoquer plein de choses qui ne se sont pas passées dans tel ou tel camp précisément. Mais ça se passe dans les Côtes d'Armor, près de Guingamp. Oui. Oui, effectivement. Vous-même, comment avez-vous eu connaissance de cette histoire? Quelle était, comment en avez-vous eu connaissance? Parce qu'elle est effectivement méconnue. Et est-ce que vous êtes allé la chercher? Est-ce que c'est Jean-Claude Fournier qui vous l'a apporté? Comment est-ce que vous l'avez croisé? C'est rare que on aille chercher en réalité une histoire. C'est un peu comme l'amour, plus on le cherche, moins on le trouve. Et en réalité, quand on s'y attend pas, elle vous tombe dessus sans prévenir. Cette histoire, en fait, d'un côté, j'étais sensibilisé à l'histoire des tirailleurs depuis longtemps, puisque mon arrière-grand-père a rejoint le général de Gaulle très tôt. Il s'est embarqué le 19 juin 1940 au Conquet, et très vite s'est retrouvé en Afrique dès le mois d'août 1940 pour le compte de Gaulle. Et il s'est retrouvé dans une compagnie principalement composée de tirailleurs sénégalais, avec qui il a fait toute la guerre jusqu'en 1945. Donc c'était très présent dans mon histoire familiale. Je l'ai bien connu, cet arrière-grand-père. Il est décédé quand j'avais 15 ans. On a retrouvé un peu plus tard, il a construit une petite maison en Bretagne face à Ouessant. On a retrouvé une lettre de lui qu'il avait envoyée à l'ensemble de ses compagnons soldats, dont beaucoup d'Africains, en leur disant voilà, j'ai construit la petite maison promise en face de Ouessant, vous y serez toujours chez vous, etc. Et le nom de la parcelle, d'ailleurs, sur laquelle il a construit la maison, sur le cadastre aujourd'hui, porte le nom d'une des batailles, porte un nom arabe, d'une des batailles d'Afrique du Nord où ils ont combattu. Donc j'avais ça de toute façon en tête depuis un moment, sans imaginer obligatoirement en faire un récit. Et je suis allé faire une rencontre à l'université de Bretagne Sud, ça doit être en 2009, je crois, à l'invitation d'Armelle Mabon, qui est une historienne de cette université de Bretagne Sud, et qui travaillait justement sur le sort de ces tirailleurs sénégalais gardés en Bretagne. Et c'est elle qui m'a parlé de ses recherches, dont j'ignorais totalement l'existence de ces tirailleurs, alors que j'ai un autre grand-père qui était résistant en Bretagne pour le coup. Or, un certain nombre de ces tirailleurs ont aussi rejoint la résistance après s'être évadés des camps. Donc ça aurait dû être une mémoire un petit peu plus vivace, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça ne l'était pas. Et donc les discussions que j'ai eues avec Armelle à ce moment-là m'ont donné vraiment envie de raconter cette histoire-là. Après, Armelle s'occupe vraiment de l'aspect historique de cette histoire, d'autant plus qu'elle nous mène, on pourra y revenir, au fameux, désormais un peu plus fameux événement de Tiaroy, où ces tirailleurs ont été massacrés par l'armée française à leur retour au pays en décembre 1944. Donc elle travaille toujours beaucoup là-dessus. Moi, j'avais envie, avec Jean-Claude, de raconter d'abord avant tout une histoire en Bretagne, donc qui ne va pas obligatoirement jusqu'à Tiaroy. Et au départ, avec Jean-Claude, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, on voulait raconter une histoire d'amour. En réalité, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que on le sait d'emblée. C'est pas tant le... En réalité, on ne va pas sur un événement en se disant tiens, cet événement, et il faut que tout le monde le sache. Si on n'a pas une porte d'entrée humaine, on n'y va pas en réalité. Et avec Jean-Claude, depuis longtemps, on s'était dit tiens, on n'a jamais fait une histoire d'amour, ni lui ni moi. Lui a principalement fait de la jeunesse avec Spirou et les Cannibales. Moi, j'ai fait plein de récits. Il n'y avait pas d'histoire d'amour dedans. Et on s'était dit tiens, on ferait bien une telle histoire. Or, il s'avère que, comme on l'a évoqué, ces tirailleurs étant envoyés en commando dans les fermes, principalement à la campagne, la plupart des hommes étant prisonniers en Allemagne, on vous le rappelle, évidemment, ce sont des jeunes hommes beaux, forts un peu moins parce que les conditions de captivité sont ce qu'elles sont, mais quand même, ce sont des beaux jeunes hommes, célibataires, loin de chez eux. Évidemment, il va y avoir des rencontres, évidemment, il va y avoir des histoires d'amour, et il va même y avoir un certain nombre d'enfants, de petits métis dans la Bretagne des années 40, fin 40, après coup. Et donc là, tout d'un coup, on avait notre porte d'entrée pour un récit humain qui permettait, grâce à cette aventure, une histoire d'amour, d'évoquer plus largement le sort de ces tirailleurs. Alors ce premier album, Pause, est vraiment l'album d'exposition. On est encore au début de la guerre. On a l'impression que les choses se passent relativement bien. Je mets des guillemets, bien sûr, mais ces soldats sont bien intégrés dans la population, effectivement vus comme une main-d'œuvre extrêmement bienvenue à une époque où les hommes ne sont plus là, où les Allemands commencent aussi à avoir des exigences un peu plus fortes sur tout ce que l'on doit leur remettre, enfin sur les réquisitions.
petit à petit, les choses vont se tendre. Voilà, il y a un premier prisonnier exécuté. On sait qu'on est en fin 41. Les choses vont se durcir. Mais voilà, la tonalité qui ressort de ce premier album est que pour l'instant, tout va à peu près bien, même si effectivement on n'est pas tout à fait dans le meilleur des mondes. On devine effectivement en germe que la suite ne sera pas simple, d'autant plus que d'emblée effectivement vous ouvrez l'album sur 2 tombes. Que ces petits-enfants métis vont fleurir. Donc on sait que l'histoire d'amour est allée à son terme, mais malheureusement dans tous les sens, dans toute l'acception. Donc je reviendrai avec vous aussi, Chris, sur la façon que vous avez eue de vous emparer de cet épisode. Et puis je continue dans l'échelle du temps, et donc c'est à votre collègue Frédéric Paulin que vous passez désormais le micro, avec ce livre qui vient tout juste de sortir d'ailleurs, qui est tout chaud sorti de l'imprimerie, les cancrelats à coups de machette. Alors là, on va faire un bond d'une 50aine d'années dans le temps, alterner, et voire plus, puisque votre livre alterne sur 2 périodes. Aujourd'hui, en gros, on est en 2016-17 et 1994, des allers-retours entre aujourd'hui où eh bien c'est assez, ça commence très, on est tout de suite dans le vif du sujet, et dans le vif du sujet, c'est presque scabreux de le dire comme ça, puisque effectivement, votre livre commence avec un homme qui a été drogué et qui se fait dépecer à coups de meuleuse. Voilà, on est quand je parle du vif du sujet, on y est. Et ces restes, de même que ceux d'autres hommes, vont être dispersés. Ces hommes, ce sont des hommes noirs. On ne sait pas pourquoi. Dans certaines régions de France, ils sont comme ça dispersés dans les champs, et ils portent juste un nom. Il y a une petite plaquette de bois qui est déposée auprès d'eux. Ce sont des Igiteros. Et c'est la piste, on va suivre la piste policière pour développer, savoir qui sont ces hommes. Et c'est à partir de ce mot Igiteros que tout va se dévoiler. Qui sont les Igiteros ? C'était des miliciens Hutus pendant le génocide en 1994 qui ont tué entre 800 000 et 1 million de personnes en 3 mois. Des Tutsis pour la plupart, des Hutus modérés certains, souvent à coups de machette, avec des machettes, quelques pistolets, quelques fusils, mais donc c'était des miliciens d'une efficacité rare. Ce qui donne d'ailleurs, je crois parce que je l'ai écrit il y a quelques temps, mais un de mes héros qualifie le travail des Hutus en 94 au Rwanda dit que certains dignitaires nazis doivent se retourner dans leur tombe. Ils n'ont pas été assez efficaces comparés aux Hutus, quoi. Pour le coup, oui, parce que c'était au Rwanda, c'était donc absolument pas industrialisé comme l'ont été les procédés d'extermination nazis, quoi, qui s'appuyaient vraiment sur des moyens industriels. Là, ça s'est fait plus au coup par coup, même si les germes étaient tellement posés depuis tellement longtemps, depuis plusieurs décennies déjà. Il y avait déjà eu des massacres, des petits génocides dont on n'avait pas entendu parler en Occident en tout cas, mais tout était préparé. Il y avait des églises qui abritaient des milliers de machettes. Il y avait des milices qui étaient armées. On avait une longue liste de personnalités Hutus et Tutsis et Hutus modérés. Certains ministres aussi à exécuter en premier. Bon voilà, tout était quand même préparé, a été réalisé de manière artisanale, si on peut dire, mais préparé de longue date. Et c'est pour ça que l'on perçoit la brutalité, la soudaineté du génocide. C'est aussi ce que retrace votre livre. On sait que c'est l'explosion la destruction de l'avion présidentiel. Ce président Habyarimana qui revenait avec l'idée de former un gouvernement avec des Hutus modérés, d'y faire entrer des Tutsis et surtout de chasser l'armée française.
française qui était de faire partir l'armée française qui était positionnée au Rwanda. Et d'ailleurs, il y a alors je ne sais pas si c'est une prise de position de votre part, mais on voit les personnes qui détruisent l'avion, qui font feu, coup de roquette sur l'avion. Donc il y a 2 Français. Il y a des Rwandais. Non, il y a 2 Occidentaux. Il y a 2 Occidentaux, oui. Donc oui, voilà, il y a des bruits qui courent. Il y a des documents de l'armée française qui ont été déclassifiés là récemment, en 94, 20 ans après, en 2014. Oui, c'est ça. Donc voilà. Les Rwandais actuellement au pouvoir disent que les Français ont vraiment participé à cet attentat. On peut penser qu'ils ont en tout cas protégé les génocidaires, parce que les Français, l'armée française, alors c'est une prise de position personnelle, hein, enfin, le bouquin est orienté, c'est pas du tout ce qu'en a dit le gouvernement en 94 et après d'ailleurs, de droite comme de gauche. Moi je pense que l'armée française était partie prenante, avait en tout cas des amitiés parmi l'armée rwandaise qui était Hutu, et lorsque ils ont laissé faire les massacres, et lorsque les Tutsis qui menaient une guérilla dans le nord du pays sont arrivés sur la capitale et ont chassé les génocidaires, l'armée française, en mettant en place une zone qu'on appelait la zone turquoise, là, une zone censée humanitaire protégée, ont surtout protégé la fuite des génocidaires qui sont après passés au Congo-Kinshasa et ont déstabilisé tout l'ensemble de la région des Grands Lacs, en fait. Voilà. Le Congo-Kinshasa, c'est Kinshasa, oui. La République démocratique du Congo a connu une guerre, et on ne le sait pas ici, ou très peu, ou je ne sais pas, ou on ne veut pas le voir, mais une guerre qui a fait le plus de morts après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Cette guerre civile a fait plus de 3 millions de morts, et qui sait qu'il y a eu une guerre aussi meurtrière, hein, finalement, en Afrique? On sait qu'il y a des guerres, on sait qu'il y a des massacres, mais cette guerre qui a eu un taux de létalité qui est impressionnant, quoi. Mais ça, c'est en fait l'armée. Moi, ma thèse, c'est que l'armée française a laissé passer les génocidaires et Hutus. Alors peut-être pour éviter qu'il y ait un massacre en contre-coup, mais peut-être aussi parce qu'il y avait des amitiés au sein du commandement de l'armée Hutu rwandaise. Et en tout cas, ça a tout déstabilisé. Voilà, il y a eu une espèce d'effet de cascade. Oui. Effectivement, alors nous on en reste on en reste à l'histoire croisée de plusieurs personnages. François, un jeune boxeur qui est Tutsi, qui est vainqueur d'un boxeur Hutu le jour même où l'avion explose, et on sent la tension qui explose tout de suite en fait, hein, dans l'assistance, avec des cris Abat Tutsi. On le traite tout de suite de cancrelat, de sous-homme. On sent que vraiment les choses étaient là en germe depuis longtemps et qu'elles ne demandaient qu'à exploser. Les Français, mais les Anglais et puis tous les pays qui ont colonisé, en fait, divisaient pour mieux régner. En gros, s'appuyer sur certaines ethnies. Il y avait plusieurs ethnies dans un pays. Les frontières avaient été tracées de manière arbitraire par les Occidentaux. Mais il fallait s'appuyer sur une ethnie. Il se trouve que la France s'est appuyée sur les Tutsis. Sur les Tutsis, exactement, lors de la colonisation. Donc les Tutsis étaient soi-disant plus grands, plus beaux et tout ça. Mais lorsqu'il y a eu l'indépendance, c'est les Hutus qui ont pris le pouvoir, et les Tutsis ont été un peu considérés comme des traîtres, comme des collaborateurs. Et voilà, pendant des décennies, ça a été enseigné quasiment à l'école. Oui, les sous-hommes, les cafards, les cancrelats, c'était ce qu'on disait des Tutsis. Je confonds, excusez-moi, des Tutsis. Voilà, tout était en germe, et lorsque cet avion, l'avion du président Habyarimana, explose en vol avec le président du Burundi également, et quelques ministres, donc ça a décapité en même 2 gouvernements, 2 pays qui, au-dessus de Kigali, un missile abat l'avion présidentiel. Voilà, toute la folie se déverse, quoi. Tout ce qui avait été préparé se déverse, et en 2-3 semaines, il y a des centaines de milliers de morts, il y a des charniers au bord des...
on a vu les images. Moi, j'ai écrit ce bouquin aussi parce que j'avais 20 ans à l'époque où ça se passait, et on a vu des images. Il y avait des casques bleus belges, français, pendant les premières semaines. Ils se sont retirés parce que 10 casques bleus belges ont été massacrés par des Hutus. Ça a suffi aux chancelleries occidentales pour dire « Oh là, c'est trop dangereux, on se tire ». Mais 10 casques bleus belges face à 800 000, 1 million de Tutsis, c'est que dalle, quoi, mais que ça nous a suffi à nous dégager. Il y a quelques forces spéciales françaises et belges qui sont restées pendant les événements. Un de mes héros fait partie de ces soldats. Et voilà, on n'a rien fait. Moi, j'ai vu ça à la télé, on voyait des images et tout ça. Il commençait à se dire que c'était un massacre d'une ampleur inégalée et tout ça. Et puis, quelques années après, on a parlé de génocide. Mais on n'a rien fait pour, et au contraire, je pense qu'on a fait pour. Enfin, on n'a rien fait contre, et je pense qu'on a fait pour. Voilà. D'où l'écriture de ce bouquin. D'accord. Alors, vous venez de nous ouvrir à une question qui est quand même assez centrale dans le fait de s'emparer comme ça d'un épisode historique. Vous avez parlé de ces images que vous avez vues enfant. Qu'est-ce qui, vraiment personnellement, peut vous rattacher les uns ou les autres aux histoires que vous avez mises en scène, auxquelles vous avez participé? Parce que j'imagine qu'un sujet n'est jamais sorti par hasard. Alors Chris, vous nous avez évoqué effectivement ce lien quasi familial que vous aviez à l'histoire et à la présence des soldats indigènes, comme on disait à l'époque. Voilà. Est-ce que les uns les autres, vous êtes rattachés personnellement à ces épisodes que vous évoquez? Mais vous avez le droit, l'un et l'autre, Frédéric et Chris, de revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Et pourquoi on est rattaché à ce qu'on a fait ? Parce que j'imagine qu'on ne le choisit pas forcément par hasard, ou qu'on n'y va pas, parce que pléthore d'histoires peuvent se présenter aux auteurs chaque jour. À vous de saisir. En quoi est-ce que certaines sont plus névralgiques que d'autres pour vous ? Moi, je sais pas, je réfléchis souvent à ça, pourquoi ça nous tombe dessus comme ça, ces histoires qu'on traite. Moi, je pense que c'est pour régler un peu un sentiment de culpabilité. De culpabilité, pas non plus faire repentance comme ça, mais je pense que voilà, je suis français, je suis même occidental, et puis mon pays a des responsabilités dans le bordel ambiant, dans le monde actuellement, et puis... et quand j'étais, donc voilà, je veux dire qu'en 94, je vois ça devant la télé, mais j'ai 20 ans, je sais pas trop quoi en faire, je suis révolté, ça me travaille, et puis bon, voilà, 20 ans après, j'écris ça. C'est une manière aussi peut-être de régler un peu mes comptes avec mon statut de bourgeois européen. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est aussi pour dire... Alors, j'allais dire la vérité, on a chacun sa vérité. Ma vérité est celle-là, quoi. Enfin, c'est aussi pour faire œuvre d'historien. De mémoire. C'est aussi le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Peut-être que voilà, la commune, qui s'en souvient réellement comment ça s'est passé, entre qui et qui, pourquoi, quelles ont été les... Mais cette période aussi, moi je ne la connaissais même pas. Je ne pensais pas qu'il y avait eu des tirailleurs sénégalais en Bretagne, quoi. Et je pensais qu'ils étaient passés par les armes directement, dès qu'on les chopait. Donc voilà, qui se souvient de ces périodes ? L'histoire, c'est quelque chose de super compliqué. Donc écrire dessus, c'est aussi garder vivant un peu cette mémoire. Et pas la plus belle d'ailleurs, parce que moi je dis que la France est responsable. Voilà, la mémoire, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi les côtés un peu dégueulasses. Michel Audin, justement, Frédéric évoquait la commune. Qu'est-ce qui, vous, personnellement, pourrait vous fait écho chez vous, en fait ? Pourquoi cet épisode particulièrement ? En quoi est-il peut-être intime ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire que j'avais 20 ans pendant la commune. Non, on ne vous croirait pas. On ne vous croirait pas. Par contre, j'avais 17 ans au moment du centenaire de la commune. Et en effet, j'ai participé à des manifestations à ce moment-là. Et en effet, ça m'a marqué. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet aspect de la façon dont j'aimerais qu'on fasse de la politique. C'est ça qui m'intéresse. Bon. Après, il y a une autre dimension de la Commune de Paris dont on n'a pas parlé, c'est que c'est à Paris. Et il y a un côté géographique qui m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'il y a
bon, c'est peut-être compliqué de dire ça ailleurs qu'à Paris, mais je vais quand même l'expliquer. C'est une ville qui n'a pas fondamentalement dans son plan changé depuis cette époque-là. Et donc, j'ai une conscience historique assez forte de ce qui s'est passé, pas seulement pendant la Commune, hein, mais de ce qui s'est passé à tel ou tel endroit à Paris. Et donc, il y a moyen de revivre l'histoire aussi en faisant de la géographie, c'est-à-dire en marchant dans la ville. Donc comme j'aime beaucoup marcher en ville et que il se trouve que je suis souvent à Paris, c'est une des raisons qui m'attire dans cet événement. Bon, après, je ne sais pas combien de temps vous me donner, mais si j'ai encore 3 minutes, je vais dire aussi que dans ma biographie, il y a un lien fort avec la guerre d'Algérie. Parce que mon père a été tué pendant la bataille d'Alger comme militant anticolonialiste. Et je pense qu'il y a des liens forts aussi entre ce qui s'est passé à ce moment-là et puis ce qui s'est passé à Paris en 1871. Je vais juste donner un seul exemple. En 1871, on a donné à l'armée les pouvoirs de police dans la ville de Paris. L'armée versaillaise est entrée dans Paris et puis ils ont arrêté des gens, ils ont tué des gens, mais ils ont aussi arrêté des gens et ils avaient tous les pouvoirs de police. Et c'est exactement ce qui a été fait pendant la bataille d'Alger avec l'armée française à Alger. Il y a des tas d'autres liens et moi c'est cette proximité entre la Commune de Paris, différents aspects de la Commune de Paris, et puis la guerre d'Algérie, qui est un sujet sur lequel j'ai décidé que je n'écrirais pas, c'était important pour moi. Voilà, je pourrais développer plus longtemps, mais ça vaut pas la peine. J'en parle, vous venez me voir et puis je vais discuter. Mais effectivement, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on trouve un certain Cadour dans votre commune de Paris, Cadour qui est un Algérien et qui. Cadour, il pourrait être, c'est un copain de ceux qui sont dans le livre de Chris, parce que en fait Cadour, il vient pas de, je vais vous dire d'où il vient. Il vient d'une nouvelle il vient d'une nouvelle d'Alphonse Daudet qui s'appelle Le Turco de la Commune et qui est une véritable honte. Donc c'est un petit gars qui est pris dans l'armée comme ça, parce qu'on l'a déjà fait pour la guerre de 70. Il vient de Blida ou de Médéa, je m'en rappelle plus. Il y a celui de Daudet vient de l'un et le mien vient de l'autre, c'est pour ça. Bon, il fait la guerre de 70. Et puis il se retrouve à la fin de la guerre, il se trouve dans le siège, puis il se trouve à Paris, puis il y a la Commune, et puis il comprend absolument rien à ce qui se passe autour. Non, c'est normal, c'est un arabe. Il comprend absolument rien à ce qui se passe autour de lui, puis à la fin, on le trouve avec un fusil, puis il est fusillé par les Versaillais, et le malheureux Turco, il n'avait rien compris. Donc j'ai trouvé vraiment cette présentation honteuse et odieuse, et donc c'est pour ça qu'il y a ce Cadour dans mon livre, ce qui est quand même un personnage plus intéressant que celui de Daudet. Voilà. En effet, il y a un lien avec j'aurais dû le dire dès le début, excusez-moi. Effectivement, mais votre livre foisonne de personnages, donc on a effectivement une infinité de pistes à suivre. Il y a une réflexion, je parlais aussi de la dimension intime, de la même façon que j'avais demandé à Nicobi pourquoi il se mettait en scène. Dans votre livre, Michel Audin, il y a votre personnage aussi se met en scène dans sa recherche. C'est le personnage principal de votre livre et un peu extérieur, mais c'est un personnage qui va enquêter sur la Commune. C'est comme Nicobi, quelqu'un qui découvre. Il n'est pas si extérieur que ça, au sens où il est vraiment avec les personnages du livre. C'est un des personnages du livre, donc c'est celui qui dit « je », qui n'est pas moi. Moi, je suis l'auteur, je suis pas le narrateur. Qui est un personnage du livre qui marche dans le Paris d'aujourd'hui avec la tête dans la Commune, dans le Paris de la Commune. Et oui, je trouve que c'est important d'avoir... c'est un tout petit peu différent de ce que vous disiez, mais je trouve c'est important d'avoir un narrateur comme ça et puis un rapport au présent qui signifie le moment où le livre est écrit, parce que ça a beau être un roman historique sur 1860 qui se passe en 1871, en gros, il est quand même écrit ici et maintenant, et on n'écrit pas ici et maintenant comme on écrivait il y a 50 ans, par exemple. Voilà, donc sur cet événement. C'est le roman historique est un objet historique lui-même, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il y a que je trouvais important qu'il y ait un narrateur de maintenant dans le livre. D'accord.
Alors ça fait écho à votre démarche, Nicobi. Cette collection, l'histoire de France en images, a bien pour objet de déconstruire des clichés. Mais justement, comment, avec votre acolyte Jean-Louis Bruno, vous êtes-vous posé la question de voilà, c'est l'état des connaissances aujourd'hui. Est-ce que c'est une question qui s'est posée entre vous? Il y a tout un appareil critique. Le livre alterne entre séquences dessinées et séquences documentées sans images. Comment vous êtes-vous posé cette question de voilà, c'est telle vision qu'on en donne aujourd'hui dans une entreprise de déconstruction, mais qui peut-être est amenée à être déconstruite d'ici 50 ans? Alors c'est évidemment une question qui se pose en permanence pour Jean-Louis, parce que son travail repose sur des découvertes perpétuelles. Il n'y a pas d'écrit, il y a très très peu de traces, si bien que régulièrement des nouvelles découvertes viennent éventuellement contredire certaines vérités acquises. Pour autant, j'ai considéré d'entrée de jeu que c'était pas du tout mon débat à moi. Lui venait avec ses connaissances et je me sentais pas du tout de légitimité à les remettre en cause. Moi, ce qui m'intéressait dans la démarche, c'était vraiment l'opportunité de me retrouver à travailler avec quelqu'un qui a un domaine qu'il connaît absolument sur le bout des doigts, et d'avoir une espèce de cours particulier, et puis en même temps d'être une petite souris dans un cabinet d'historien pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, mes acolytes ont tous une espèce de relation très très forte avec chacun des sujets évoqués. Moi, c'était vraiment pas du tout mon cas. C'était vraiment la rencontre avec l'historien qui m'a motivé dans ce projet. Et si des fois ça n'avait pas été les Gaulois, mais un autre sujet, je pense que j'aurais été pareil. De la même façon. Par curiosité, exactement. Ouais, ouais. Pour autant, qu'est-ce que vous en retirez peut-être personnellement, je ne sais pas, de cette aventure? Vous êtes plutôt un auteur de fiction en général? Pas toujours, non. Non, en fait, pour moi, cette aventure, elle est exactement dans le prolongement de ce que je peux faire dans la revue dessinée, qui fonctionne exactement sur ce principe-là, sauf qu'au lieu de travailler avec des historiens, je travaille avec des journalistes. Mais c'est le même schéma, c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts son sujet, un sujet qui m'est complètement étranger, et tout à coup, j'ai une espèce de formation accélérée pour découvrir, je sais pas, la sécurisation des données informatiques, le monde du sport, des choses comme ça. Et c'est vachement grisant, quoi. On s'en nourrit énormément pendant un temps assez court. Le temps de la réalisation, je connais ça vraiment très très bien. Et une fois que c'est fini, ça disparaît, puis je repars sur une nouvelle aventure. Une autre piste, qu'elle soit historique ou pas. Michel Audin, votre personnage pose une question que je vais poser en fait à tous les participants ici. La commune, pourquoi en parler? Événement du 19e siècle, mythe du 20e siècle, ai-je lu quelque part? En quoi du 21e siècle? Et à vous quatre, j'aimerais quand même poser la question du temps où l'on s'exprime. Donc effectivement, avec les scrupules que vous venez d'évoquer sur, voilà, c'est une vision qu'on peut en avoir à une époque donnée, mais quel est le temps? Est-ce qu'il y a un temps nécessaire de recul? Vous êtes tous les quatre porteurs d'histoires qui se situent à différents degrés dans l'échelle du temps. Est-ce que vous avez eu le sentiment au moment de l'écriture que soit c'était le bon moment pour que ce soit reçu, soit que voilà, vous alliez peut-être à l'encontre de certaines choses, ou que certaines choses avaient passé et qui vous permettaient d'en parler, ou bien est-ce que la question du temps de délivrance d'une histoire, d'une revisite de l'histoire ne se posait absolument pas pour vous? Et qu'est-ce que voilà, le temps de l'écriture, en quoi est-il signifiant pour vous? Voulez-vous que je me lance? Ça va être court. Bon alors, le temps par rapport à la Gaule, je pense qu'on est à peu près... D'accord, il y a suffisamment de recul. En revanche, le temps, il était assez pertinent dans notre cas, parce que je pense que le fait d'aborder sérieusement l'histoire sous forme de bande dessinée, c'est un truc qui n'était pas possible il y a pas très longtemps. Pourquoi? La nouveauté, elle est là. Bon, je pense qu'il fallait passer par plein d'étapes. C'est un média assez jeune,
Il y a, dans l'esprit des gens, ça a été pendant très très longtemps quelque chose d'assez réducteur d'abord, et puis ensuite forcément anodin, ridicule. Voilà, pourtant souvent utilisé d'une façon pédagogique. Il y a eu dans les années 80 une histoire, mais alors très figée, de l'histoire de France. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'était, je ne les ai pas en tête, mais dans mon souvenir, c'était un truc assez épique. Ça restait du roman pour enfants presque. Cette approche-là. Non, je pense que des approches, tout le travail de l'association, de Persépolis, il y a des espèces d'étapes comme ça, le travail d'Étienne Davodo, le travail de la revue dessinée, le travail de Chris, toutes ces démarches sont des étapes qui ont permis d'accoucher de cette hypothèse nouvelle. Bon, mais c'était pas si court que ça. Je vais compléter un peu quand même, oui. Parce que cette collection sur l'histoire, elle a été créée à l'initiative de la revue dessinée, qui est une revue qui m'est chère quand même, et elle est surtout, elle arrive au bon moment d'un débat historiographique qui est important en ce moment. Il aura échappé sans doute à personne qui s'intéresse un minimum à l'histoire, qu'aujourd'hui, la façon dont on la raconte, que ce soit à l'école ou ailleurs, fait non seulement débat, mais avec une volonté, alors de façon toute subjective, de retour en arrière, de retour à une espèce d'histoire, comment on va dire, du roman national, ce qu'on a appelé le roman national, et que ces positions, ces jugements, ces débats sont éminemment politiques. Donc on avait envie vraiment de cette histoire, nous, en bande dessinée, pour apporter, que la bande dessinée apporte sa pierre à l'édifice de ce débat historiographique, et on l'a assez suffisamment évoqué pour les Gaulois, nos tirailleurs, nos communards qui n'écrivent pas. Si on laisse l'histoire à d'autres, elle sera écrite par d'autres. Ça, il n'y a pas de, la nature ayant horreur du vide. Donc, il était important pour nous d'y aller, tout en s'associant avec des historiens dont on se sentait proche. Sylvain Venner, qui est le directeur scientifique de cette collection autour de l'histoire de France en bande dessinée, pour aussi interroger la façon de raconter l'histoire et comment nous, en bande dessinée, on peut la raconter. Après, pour en revenir à ce qu'on peut faire en écriture, pour en revenir aux autres livres, oui, il y a un temps quand même où il est intéressant soit de raconter une histoire qui n'a pas encore été, soit pour redécouvrir cette histoire. Si je me contente de Plus près de toi, il est évident qu'un certain nombre, il n'y a pas que Plus près de toi. Plus près de toi vient en réalité confirmer quelque part un autre récit qui s'appelle Un maillot pour l'Algérie, qui raconte l'histoire vraie de la première équipe de foot nationale algérienne. Ces deux livres-là viennent d'assez loin, et j'en ai vraiment eu envie aussi au moment de tous nos fameux débats sur l'identité nationale, qui m'ont horripilé comme vous ne pouvez pas imaginer, notamment par mon histoire personnelle et familiale, puisque ma famille, elle vient d'un peu partout, et moi-même, j'ai grandi dans un quartier où les gens venaient d'un peu partout, et qu'il suffit de s'intéresser un peu, un minimum à l'histoire pour se rendre compte que la France a été on ne peut plus diverse, et que tout ce débat sur l'identité nationale, d'où l'on vient, de droit du sol au droit du sang, etc., m'a proprement horripilé, et pour moi était extrêmement clivant. Or, ces deux histoires-là, alors oui, on les raconte d'un point de vue, d'un côté de la lorgnette, mais mes sportifs algériens, mes footballeurs algériens, quand ils ont quitté la France pour rejoindre le FLN, ils n'ont tué personne. Voilà, ils ont réussi à militer pour une cause qu'ils estimaient juste, peu importe comment on la juge, mais en tout cas, ils n'ont tué personne. Plus près de toi, c'est vrai que le premier tome, ça ne sera pas le cas du deuxième, mais le premier album montre effectivement des rapports avec la population, par exemple, qui sont relativement chaleureux. Encore une fois, c'est quand même une histoire d'amour entre une jeune réfugiée en Bretagne et puis un tirailleur sénégalais. Et un certain nombre, la plupart des témoignages montrent que justement il y a eu quand même une vraie solidarité entre la population et ces tirailleurs. Après, évidemment, ça va pas être voilà, au fur et à mesure où la guerre devient de plus en plus difficile, c'est pas la même chose. Mais bref, il est vraiment important, oui, à des moments où la place de la France aussi en Afrique et la place des Africains dans l'histoire de France et en France est plus qu'interrogée depuis 10 ou 15 ans avec des énormités absolument insupportables, et la bande dessinée, pour moi, elle doit vraiment prendre toute sa place là-dedans. On peut ne pas être d'accord, je m'en fous, au contraire, mais je trouve important que nos livres affirment un point de vue, Frédéric en a parlé, parce que c'est la façon d'ouvrir le débat. Enfin voilà, c'est pas une vérité dite. Moi, je raconte une vision de cette histoire-là, on a le droit de pas être d'accord, mais il est important qu'elle soit racontée.
Sur le temps, effectivement, encore, Frédéric Paulin. Oui, alors moi je suis romancier, je ne suis pas historien, donc le temps, à la limite... Et à chaque fois que vous me dites ça, je vous rappelle que vous avez été prof d'histoire, quand même. Ouais, mais j'étais pas mal de choses, et j'étais prof d'histoire. D'ailleurs, j'écris pas en tant que prof d'histoire, j'aime l'histoire et tout ça, mais je sais pas, d'aucuns pourraient me dire que 94, c'est pas très loin, on n'a pas le recul nécessaire. D'ailleurs, c'est un argument... disons, d'une certaine défense de l'armée française en Rwanda ou d'une certaine défense d'un gouvernement Balladur au moment ou d'un président Mitterrand au moment du génocide. On n'a pas assez de temps, nanana. Mais moi c'est pas trop mon problème, à la limite. Pourtant, j'ai un gros travail documentaire, donc j'essaye de ne pas dire de conneries, de ne pas dire des absurdités. Ne rien inventer. Ouais, faire du révisionnisme, hein, c'est pas du tout le problème. Mais je suis plus dans le... J'écris parce que j'ai un sentiment d'injustice ou une volonté de dire quelque chose. Voilà, c'est mon message et on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est tant mieux, et qu'on me le dise et qu'on en discute, mais écrire des bouquins, c'est aussi faire œuvre de débat, quoi. Voilà. Et moi, je n'ai pas le temps que le temps passe, quoi. Enfin, je suis écrivain, dans 20 ans, 25 ans, ça sera... Allez, 35 ans, ça sera réglé, quoi. Enfin, je suis grabataire, je pourrais plus écrire, donc ouais, j'ai pas le temps. Mais oui, c'est vrai. Sait-on jamais. Ne soyez pas si pessimiste. Et voilà, c'est une pierre posée à l'édifice de la mémoire. C'est pas la dernière, c'est pas la clé de voûte, c'est pas. J'en suis conscient, je suis romancier. Voilà, mais c'est un caillou sur le chemin. Ouais. Mmh. Très bien. Alors je ne sais pas si... Alors peut-être que nos échanges qui touchent à leur terme, parce que je vois que l'heure tourne, que la pénombre descend d'ailleurs, peut-être que nos échanges suscitent aussi parmi vous quelques questions ou remarques tout simplement sur le travail des uns et des autres. Donc n'hésitez pas, nous avons encore quelques instants pour poser des questions, vous adresser directement aux auteurs qui sont présents, si vous le souhaitez, parce que voilà, le débat, c'est aussi possiblement ne pas prendre la parole. Voilà, mais je voulais quand même laisser l'opportunité, si certains d'entre vous le souhaitaient, de le faire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il me reste à vous rappeler que chacun de ces auteurs est encore présent dans la librairie. Vous allez y retourner les uns les autres, hein, vous avez encore un peu de temps. Vous êtes présents encore jusqu'à demain pour éventuellement échanger avec les personnes qui voudraient vous rejoindre. Alors, je termine en rappelant quand même les différents ouvrages des uns et des autres. Celui que j'ai ici, c'est Plus près de toi, de Jean-Claude Fournier et de Chris. C'est paru aux éditions Dupuis. L'autre bande dessinée de la table ronde, c'est celle de Nicobi et de Jean-Louis Bruno. Elle est intitulée L'enquête gauloise. Ce n'est pas l'enquête corse. J'imagine que le titre a été choisi un petit peu en clin d'œil à cet album. C'est paru aux éditions La Découverte et la Revue dessinée. Frédéric Paulin, vous avez publié Les Cancrelats à coups de machette aux éditions Goater, et donc il vient juste d'arriver, il vient juste de sortir de l'imprimerie. Et enfin, Michel Audin, Comme une rivière bleue, est paru aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. Merci à tous les quatre, merci infiniment de cet échange qui a été nourri, je pense très intéressant. Merci à vous de votre écoute. Oui. Les livres sont... Elle est sur le stand de la librairie Critique. Donc c'est la bande dessinée Un maillot pour l'Algérie, elle s'appelle. Elle est sur le stand de la librairie Critique qui est au centre de la halle. Et sinon, oui. Donc je vais avoir un maillot. Voilà, tout à fait. Et sinon, vous la trouvez en librairie un peu partout. Je voudrais quand même corriger, puisqu'il y a un prof d'histoire qui est ici, et j'aime pas entendre ces choses-là, ça fait depuis très très longtemps, et quand on parle de l'Algérie, on dit les Arabes. Bon, je ne sais pas si c'est dit de manière historique, entre guillemets, mais les gens d'Afrique du Nord ne sont pas arabes. Et surtout, ne faites plus cette erreur, s'il vous plaît. Et je vous remercie. Qui a dit ça? Parce que je ne suis pas sûre que c'est moi. J'ai dit que Kadour était un arabe, oui, mais je n'ai pas dit que les Algériens étaient des arabes.
Voilà. J'ai vécu en Algérie, je suis née en Algérie et j'y ai vécu et je sais très bien que les Algériens ne sont pas des Arabes. Si les gens entendent que Kadour est arabe, il vient d'Algérie, donc on est en Arabie, quoi. C'est pas la même chose. Alors, je dis gentiment, madame. Alors, Oui, mais il a je été crois dit qu'il qu'elle l'avait, qu'il était algérien. Elle l'avait pas dit. Mais écoutez, si vous voulez, on pourra poursuivre l'échange, mais je pense que Michel Audin a une vision suffisamment nuancée pour ne pas verser dans le cliché ou voilà. Mais en tout cas, le débat peut se poursuivre, effectivement. Mais en tout cas, merci vous vouliez ajouter quelque chose, Michel Audin? Bon. Merci à tous les quatre de votre participation. Merci à vous de votre écoute et bonne poursuite du salon Rue des Livres.